Dans le silence d'un studio encore vide, le célèbre canapé rouge semble attendre celui qui l'a rendu légendaire. Michel Drucker, 83 ans, a survécu à 2 opérations du cœur, aux nuits d'hôpital et à la peur de ne jamais revenir devant les caméras. Mais l'été 2026 lui impose une nouvelle épreuve, la disparition de Françoise Coquet, son allié de toujours. Derrière son sourire se cachent d'autres blessures. Un frère perdu, une enfance sans reconnaissance, des enfants aimés sans lien du sang, et une vie entière passée à résister au temps. Le 20 juillet 2026, alors que Paris s'abandonnait à la lenteur de l'été, une nouvelle a traversé la télévision française comme un courant glacé. Françoise Coquet venait de mourir à 83 ans. Pour le public, elle était une productrice historique, liée à plusieurs émissions mythiques. Pour Michel Drucker, elle était bien davantage. Une présence si fidèle qu'il parlait d'elle comme d'une sœur jumelle. Pendant plus d'un demi-siècle, Françoise avait été là, derrière les caméras, dans les couloirs, au bord du plateau. Elle reconnaissait l'inquiétude derrière un sourire maîtrisé. Elle devinait si Michel doutait d'un invité, d'une séquence ou de lui-même. Entre eux, les longues explications étaient inutiles. Un regard suffisait, un geste, un silence plus lourd que les autres. Ils avaient traversé ensemble les changements d'époque, les triomphes, les critiques et les retours. Champs-Élysées, Studio Gabriel, Vivement Dimanche, derrière ces titres connus de millions de Français, existait une complicité forgée dans l'urgence des directs et la patience des préparations. Françoise ne produisait pas seulement une émission, elle protégeait un équilibre. Elle savait quand rassurer Michel, quand le pousser, et quand lui rappeler que, malgré son expérience, il restait vulnérable. Sa disparition n'a donc pas seulement vidé un bureau, elle a arraché à Michel une partie de sa mémoire. Certains compagnons deviennent les témoins de ce que nous avons été. Ils se souviennent de nos débuts, de nos peurs, de nos victoires. Quand ils disparaissent, ce n'est pas seulement leur voix qui s'éteint. C'est une version de notre histoire qui devient inaccessible. À 83 ans, Michel Drucker connaît déjà cette sensation. Il a vu partir un frère, des amis, des artistes qu'il avait aimés. Pourtant, la mort de Françoise touche une zone différente. Elle appartenait à cette famille choisie qui naît dans les studios et les loges. Une famille sans lien de sang, mais dont les attaches résistent davantage que les autres. Depuis ces graves opérations du cœur, Michel avait appris à regarder sa fragilité en face. Il savait que son corps pouvait céder, que la lumière d'un plateau pouvait s'éteindre sans prévenir. Mais il n'avait jamais imaginé continuer sans celle qui avait presque toujours été là. La douleur se glisse dans les habitudes, dans un numéro qu'on ne peut plus appeler, dans une chaise vide, dans une question sans réponse. Lorsqu'il reviendra devant les caméras, le public retrouvera la même élégance, le même sourire. Pourtant, quelque chose aura changé. Pour la première fois depuis longtemps, Michel devra avancer sans son double de l'ombre, tandis que son cœur, déjà si éprouvé, lui rappellera combien il est difficile de rester debout. En 2020, Michel Drucker entre à l'hôpital avec l'idée qu'il faudra réparer son cœur. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à traverser l'épreuve la plus brutale de son existence. Une infection atteint une valve, les médecins doivent agir vite, ouvrir la poitrine, arrêter le cœur, détourner le sang vers une machine. Pendant plusieurs heures, sa vie dépend de gestes qu'il ne peut ni voir ni contrôler. À son réveil, le temps n'a plus la même forme. Les journées se confondent, les murs blancs deviennent son horizon. Lui qui réglait chaque minute d'une émission doit attendre qu'un médecin entre, qu'un résultat tombe, qu'un muscle réponde. Il craint l'accident vasculaire, la paralysie, la perte de mémoire. Plus encore, il redoute de ne jamais retrouver le plateau. Son corps, discipliné par le travail, semble lui échapper. Se lever devient une victoire. Marcher quelques mètres exige un effort immense. Dans le silence de la chambre, il découvre une peur inconnue, celle de devenir dépendant, de ne plus être l'homme rassurant que le public connaît, mais un patient, livré aux perfusions et aux examens. Il dira plus tard avoir touché le fond.
Cette phrase ne parle pas seulement de douleur physique, elle raconte l'effondrement d'une identité. Depuis plus de 50 ans, Michel existe dans le mouvement, les rendez-vous, les visages, les projecteurs. À l'hôpital, il n'est plus celui qui pose les questions. Il est celui à qui l'on demande d'attendre, de respirer, de faire confiance. Puis vient 2023. Une nouvelle alerte, une menace sur la valve cardiaque, une seconde opération à cœur ouvert. Il connaît déjà les couloirs, le froid de la salle, l'attente de ses proches. Cette fois, la peur est plus précise, car il sait exactement ce qui peut être perdu. Le courage ne consiste plus à ignorer le danger, mais à y retourner malgré les souvenirs de la première bataille. La convalescence est lente. Michel doit accepter que la volonté ne suffit pas toujours. Il travaille davantage chez lui, économise ses forces, surveille chaque signe de fatigue. Pourtant, au milieu des exercices, des pas comptés et du repos, une image revient sans cesse. Le canapé rouge, la lumière qui s'allume. Ce désir devient une méthode de survie. Il pédale, réapprend l'endurance, se fixe des objectifs minuscules. Un jour, tenir debout. Le suivant, marcher plus longtemps. Puis parler sans s'essouffler. Chaque progrès rapproche son corps de cette scène qu'il croyait perdue. Quand il revient enfin devant les caméras, son sourire cache encore les cicatrices. Le public voit un homme debout. Lui sait qu'il revient d'un endroit où il avait cessé de croire au lendemain, et que chaque émission ressemble désormais à un sursis gagné sur le silence. Le jour de son retour, le studio paraît irréel. Les projecteurs s'allument, les techniciens reprennent leur place. Puis Michel Drucker apparaît, plus mince, prudent, mais debout. Quelques pas seulement le séparent du canapé rouge. Pourtant, derrière chacun d'eux se cachent des mois de peur, de rééducation et de doute. À 83 ans, son visage porte les traces du temps et son corps lui impose des règles qu'il ne peut plus ignorer. Il se fatigue plus vite, travaille davantage depuis son domicile, prépare ses entretiens avec une rigueur presque militaire. Chaque tournage doit s'adapter à une santé fragile, mais renoncer reviendrait à perdre bien davantage qu'une émission. Depuis des années, certains l'interrogent sur sa retraite. D'autres estiment qu'un animateur de son âge devrait céder sa place. Michel entend ces remarques, parfois avec ironie, parfois avec une blessure silencieuse. Car derrière la question de l'âge se cache une autre interrogation. À quel moment décide-t-on qu'un homme n'a plus rien à offrir, simplement parce que son corps ralentit? Il avait envisagé de s'arrêter, puis les opérations ont bouleversé sa manière de regarder le travail. Lorsqu'on a cru ne jamais revoir un plateau, le simple fait d'y revenir prend une valeur différente. L'émission n'est plus seulement un métier, elle devient la preuve qu'il existe encore, qu'il peut écouter, transmettre et accueillir ceux que le public aime. Pourtant, le courage ne signifie pas nier la fatigue. Michel a dû apprendre à réduire le rythme, à accepter les pauses, à écouter les médecins. L'homme qui contrôlait autrefois chaque détail doit négocier avec son propre souffle. Certaines journées se terminent plus tôt. Le perfectionniste résiste, mais le survivant comprend qu'il faut durer. Le canapé rouge concentre tout ce paradoxe. Pour les téléspectateurs, il représente un décor familier, presque immuable. Pour Michel, il ressemble à un point d'ancrage. Il y retrouve la voix des artistes disparus, les confidences de plusieurs générations, les applaudissements qui l'ont accompagné pendant des décennies. S'y asseoir, c'est reprendre sa place dans une histoire qui continue sans attendre personne. Mais une question demeure. Michel revient-il uniquement par passion ou parce que le silence d'une retraite lui ferait entendre trop clairement les absents? Le travail remplit les heures, éloigne les chambres d'hôpital, repousse les souvenirs douloureux. Tant que la caméra tourne, il n'est pas seul face au temps. Il ne se prétend plus invincible. Il sait que chaque saison peut être la dernière. Pourtant, lorsque la lumière rouge s'allume, son regard retrouve la même intensité. Son corps réclame du repos, mais sa passion refuse encore de s'asseoir dans l'ombre. Loin des plateaux, Michel Drucker retrouve un décor plus discret, mais essentiel à son équilibre.
Depuis 1973, Dany Saval partage sa vie. Plus d'un demi-siècle de mariage, sans rupture spectaculaire, sans mise en scène publique. Une rareté dans un univers où les histoires d'amour se consument souvent sous les projecteurs. Dany n'a jamais été seulement l'épouse qui attend à la maison. Elle connaît l'homme derrière l'animateur, ses inquiétudes, ses silences, son besoin de tout contrôler. Pendant les opérations, les hospitalisations et la convalescence, elle a vu tomber le masque du professionnel infatigable. Elle est restée face à l'homme vulnérable, celui qui doutait de pouvoir marcher, travailler ou retrouver sa place. Michel aime présenter leur longévité comme un record. Pourtant, cette durée repose sur des concessions, des absences acceptées, des rendez-vous manqués, une carrière qui a souvent dévoré les journées. Lui-même l'a reconnu. La télévision a occupé une place immense. Elle lui a donné une identité, mais elle lui a aussi pris du temps qu'il n'a jamais pu rendre. C'est dans cette contradiction que se trouve la question des enfants. Michel n'a pas eu d'enfant biologique. Il craignait de devenir un père absent, prisonnier de ses tournages, de ses préparations et de cette exigence qui l'empêchait de ralentir. Il redoutait de transmettre à un enfant le sentiment d'abandon qu'il avait connu, face à un père exigeant et difficile à satisfaire. Mais la vie lui a proposé une autre manière d'aimer. Stéphanie Jarre, la fille de Dany, entre dans son existence lorsqu'elle est encore petite. Michel l'accompagne, la protège, la voit grandir, puis lui donne pleinement une place dans sa vie. Peu à peu, il découvre que la paternité ne commence pas toujours par une naissance. Puis, elle se construit dans les gestes répétés, les inquiétudes, la patience, la présence. Puis vient Ileng Kem, jeune fille d'origine cambodgienne, accueillie par le couple. Michel parle d'elle comme d'une fille du cœur. Là encore, aucun lien du sang n'est nécessaire. Il lui offre une place, une sécurité, un regard qui ne juge pas. Pour un homme longtemps convaincu qu'il n'aurait pas su être père, ces deux relations deviennent une réponse à ses propres peurs. La famille de Michel ne correspond donc pas au modèle traditionnel. Elle s'est formée par choix, fidélité et réparation. Peut-être a-t-il passé sa vie à chercher la reconnaissance de son père avant de comprendre qu'il pouvait offrir à d'autres ce qu'il avait tant attendu. Dans cette maison, entre Dany, Stéphanie et Ileng, Michel n'est plus l'homme du canapé rouge. Il est simplement celui qui a appris que l'amour d'un père ne dépend ni du sang, ni du nom, mais de la décision de rester. Michel Drucker naît en 1942 dans une France écrasée par la guerre. Avant même de comprendre le monde, sa famille porte déjà la peur dans sa mémoire. Son père, Abraham Drucker, médecin juif, a connu l'arrestation, l'internement, Drancy, et cette menace qui transforme chaque lendemain en privilège. Dans la maison familiale, une autre absence demeure. Monique, la sœur aînée, est morte alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Michel ne l'a jamais vue, mais elle grandit au milieu de cette douleur. Le chagrin des parents ne disparaît pas. Il se cache dans les silences, dans les inquiétudes, dans l'impression qu'un bonheur peut toujours être repris. Après la guerre, Abraham exige de ses fils une réussite exemplaire. Jean et Jacques semblent trouver vite leur voie. Michel, lui, accumule les mauvaises notes, change d'établissement, déçoit. Entre 8 et 18 ans, il décrira plus tard son existence comme un trou noir. Il ne se sent ni brillant, ni promis à un grand avenir. Il se voit surtout à travers le regard sévère de son père. Un jour, on l'emmène consulter un psychiatre. Le verdict tombe avec une violence froide. Peu de capacité intellectuelle, un avenir limité, peut-être un travail manuel. Pour un adolescent déjà fragile, ces mots ressemblent à une condamnation. Mais une phrase le poursuit, celle que son père répète avec désespoir. « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Cette question devient une blessure, puis un moteur. Michel n'oubliera jamais l'humiliation, mais il décide de répondre autrement. Puisqu'on ne croit pas en lui, il devra construire sa preuve devant tous. Il entre dans la télévision avec la peur de l'échec collée à la peau. Il travaille plus que les autres, prépare chaque nom, chaque date, chaque transition. Rien ne doit trahir l'enfant jugé incapable. Derrière son calme à l'écran se cache une tension permanente. Il ne veut pas seulement réussir une émission. Il veut effacer une ancienne condamnation. Chaque invité prestigieux,
Chaque direct maîtrisé, chaque applaudissement devient une réponse adressée au père. Regarde, je ne suis pas celui que tu redoutais. Pourtant, la reconnaissance arrive trop tard. Lorsque Michel atteint les sommets avec des programmes devenus mythiques, son père n'est plus là pour mesurer l'ampleur du chemin. Cette absence nourrit un regret cruel. L'homme applaudi par des millions de téléspectateurs reste, au fond, un fils attendant encore une approbation. C'est peut-être là que naît son perfectionnisme, sa peur du vide, son besoin de rester utile. Michel Drucker a passé sa vie à transformer une phrase destructrice en destin. Mais même après 60 ans de carrière, l'enfant blessé continue parfois de demander, en silence, s'il a enfin été à la hauteur. Dans le bureau de Michel Drucker, une photographie veille en silence. Celle de Jean, son frère aîné, l'homme qu'il admirait autant qu'il aimait. Avant d'entrer sur un plateau, Michel pose parfois les yeux sur ce visage, comme si, derrière l'image, Jean pouvait encore lui dire qu'il est prêt, qu'il peut avancer, que la lumière l'attend. Jean n'était pas seulement un frère. Il fut l'un des grands bâtisseurs de la télévision française, dirigeant, stratège, fondateur de M6. Là où Michel séduisait le public par la douceur de son ton, Jean travaillait dans les coulisses du pouvoir. Deux trajectoires différentes, mais liées par une même passion, par cette télévision qui avait fini par absorber leur vie. En 2003, tout s'effondre. Jean meurt brutalement d'une crise cardiaque à seulement 61 ans. Pour Michel, le choc est absolu. Il parlera d'une blessure qu'il n'a jamais refermée. Le monde continue, les émissions aussi, mais quelque chose s'est arrêté ce jour-là. Derrière chaque succès, il y a désormais l'absence de celui qui aurait compris mieux que personne le prix de cette réussite. Des années plus tard, lorsque Michel entre lui-même à l'hôpital pour ses opérations du cœur, le souvenir de Jean revient avec une force terrible. La maladie ne porte pas le même visage, mais la peur devient intime. Il sait qu'un cœur peut trahir sans prévenir. Il sait aussi ce que laisse une disparition soudaine dans ceux qui restent. À cette douleur s'ajoute celle d'un autre homme, son père, Abraham. Toute son enfance, Michel a voulu lui prouver qu'il n'était pas l'enfant incapable que l'on redoutait. Lorsqu'il commence enfin à s'imposer à la télévision, il espère encore ce regard, cette approbation, ce simple mot qui effacerait les humiliations anciennes. Mais Abraham disparaît avant de voir l'ensemble du chemin. Michel connaîtra ensuite les grandes heures de Champs-Élysées, les rencontres avec des chefs d'État, les artistes les plus célèbres, les émissions devenues légendaires. Et chaque fois, une pensée reviendra. Son père n'est plus là pour constater que le fils jugé sans avenir a fini par entrer dans l'histoire de la télévision. Même son unique grand regret professionnel porte cette marque. Un jour, Jean-Pierre Elkabbach lui propose de présenter le journal de 20 heures. Michel refuse. Plus tard, il reconnaîtra avoir regretté cette décision. Peut-être parce que ce poste aurait représenté, aux yeux de son père, la preuve ultime de sérieux et de légitimité. Ainsi, malgré les décennies de succès, Michel reste entouré de deux absents. Jean, le frère qu'il consulte encore en silence. Abraham, le père qu'il continue de vouloir convaincre. Alors qu'aucun applaudissement ne pourra désormais lui répondre. Avec les années, Michel Drucker a vu les visages familiers disparaître les uns après les autres. Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Jean-Paul Belmondo, chacun emportait avec lui une époque, une voix, un fragment de la télévision et de la France qu'il avait connue. Puis Françoise Coquet est partie à son tour, laissant derrière elle un vide que ni les archives, ni les souvenirs, ni les applaudissements ne peuvent combler. Le plus cruel pour Michel n'est pas seulement de perdre ses amis, c'est de devoir parfois annoncer leur disparition devant des millions de téléspectateurs. Face à la caméra, il doit contenir son émotion, trouver les mots justes, présenter des images heureuses tandis que la douleur serre sa gorge. L'animateur doit rester debout, alors que l'homme voudrait simplement se taire. Lors des hommages à Johnny Hallyday, le public découvre Michel bouleversé, incapable de se réfugier complètement derrière son professionnalisme. Les souvenirs remontent, les rencontres, les confidences, les éclats de rire en coulisses. Chaque séquence devient une blessure ouverte, mais aussi une promesse.
celle de ne pas laisser disparaître une seconde fois ceux qui ont marqué sa vie. Après plus de 60 ans de carrière, Michel n'est plus seulement un présentateur. Il est devenu le dépositaire d'une mémoire collective. Il se souvient des artistes avant la célébrité, des inquiétudes cachées derrière les sourires, des rivalités que le public ignorait. Il connaît l'envers du décor, les silences avant le direct, les mains qui tremblent quand les lumières s'allument. Cette fidélité à la mémoire explique aussi certaines de ses décisions. L'histoire de sa famille, marquée par la persécution des Juifs et l'internement de son père, n'a jamais cessé de guider ses choix. Michel a toujours refusé d'offrir son plateau à des figures politiques qu'il considérait incompatibles avec cette histoire. Derrière l'homme courtois, il existe une ligne qu'il ne veut pas franchir, par respect pour ses parents et pour ceux que la guerre a brisés. À 83 ans, il vit désormais avec une étrange responsabilité. Il reste là quand tant d'autres sont partis. Chaque nouvel adieu alourdit ses souvenirs, mais renforce aussi son désir de transmettre. Tant qu'il peut parler, il peut rappeler au public ce que ces artistes furent vraiment, au-delà des légendes et des titres. Bientôt, Michel retrouvera le studio. Il ajustera sa veste, regardera peut-être la photographie de Jean, puis avancera vers un canapé rouge. Autour de lui, certaines places seront vides. Pourtant, lorsque la lumière s'allumera, tous les absents sembleront revenir un instant, portés par la voix de celui qui refuse encore de les laisser tomber dans le silence. Michel Drucker n'a jamais prétendu être invincible. Son cœur blessé, les absences accumulées et les années lui rappellent chaque jour que rien n'est éternel. Pourtant, tant que Dany, Stéphanie, Ileng, le public et le canapé rouge lui offriront une raison d'avancer, il continuera. Non pour défier la mort, mais pour transmettre la mémoire de ceux qui sont partis et prouver qu'après chaque douleur, il reste encore une lumière vers laquelle marcher.